Merci de nous retrouver après ce documentaire d'Antoine Laura avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir François Bon. Vous êtes délégué départemental de Charente-Maritime, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Oui. Également sur ce plateau, Olivier Falorni, vous êtes le député de Charente-Maritime, auteur en 2012 d'une proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour la fin de vie dans la dignité. Enfin, le docteur Lapeg, vous êtes médecin et je crois que vous êtes proche de l'association Mourir dans le droit à la dignité. Je voudrais préciser que nous avions invité des associations qui sont contre toute forme d'euthanasie ou de suicide assisté, qu'elles ont toutes décliné. Nous le regrettons pour l'intérêt du débat. C'est ainsi, nous ferons le débat sans eux et ce sera, j'en suis sûr, un débat fort intéressant. Merci donc à tous les trois. Je voudrais peut-être qu'on pose cette question. Olivier Falorni, en France, il faut définir le cadre. Il y a un cadre qui est une loi, la loi Leonetti 2015, qui, au fond, encadre cette pratique de la fin de vie. Alors, il y a une loi, effectivement, et puis il y a aussi la réalité que l'on vient de voir. Cette réalité qui est souvent poignante, c'est le cas, mais une réalité qui met en colère, qui, moi, me met en colère, au-delà de l'émotion. Parce que cette loi, dont on nous dit qu'elle est suffisante... Et il faut peut-être préciser ce qu'elle autorise, cette loi, Olivier Falorni. La loi Claes-Leonetti, aujourd'hui, présentée comme... une loi suffisante, avec beaucoup de suffisance par la ministre de la Santé actuelle, prévoit ce qu'on appelle une sédation profonde et continue. Pourquoi vous dites beaucoup de suffisance par la ministre ? Parce qu'on entend beaucoup de certitudes dans la bouche de la ministre de la Santé. Quand elle dit « cette loi répond aux besoins ». Ce documentaire, comme les multiples témoignages que nous pouvons avoir, j'allais dire chaque semaine, chaque jour, montre bien qu'on continue à mal mourir dans ce pays. Et franchement, entendre la ministre de la Santé dire un certain nombre de contre-vérités, notamment sur la loi belge, qui est pour moi une référence. La loi belge qui, il faut le préciser, autorise l'euthanasie active. Absolument. Hein ? Et de faire la distinction entre l'euthanasie active et passive. Et je crois qu'un des torts, une des grandes maladies françaises, si j'ose dire, c'est de ne pas regarder ce qui se fait à l'étranger. À nos frontières en Belgique, il y a une loi depuis 15 ans qui permet l'euthanasie et qui coupe court à tout fantasme, à toute, j'allais dire, idéologie catastrophiste qui ferait de la légalisation de l'euthanasie une forme d'eugénisme. On a tout entendu, le pire, évidemment. Regardons à nos frontières. Et arrêtons de dire aujourd'hui que la loi Claes-Leonetti est suffisante, parce que non, elle n'est pas suffisante, elle ne répond pas aux réalités de beaucoup de malades aujourd'hui, et que même dans certains cas, à travers la sédation profonde et continue, et je pense qu'au cours du débat, on expliquera peut-être la réalité de ce que c'est, on ajoute de la douleur à la douleur. Oui, alors je voudrais revenir sur deux aspects que vous venez de citer. Il faut, vous dites, regarder ce qui se passe à l'étranger. Vous avez cité le cas de la Belgique, il y a le Canada aussi, qui pourrait être cité. Alors je m'adresse aux médecins. Alors j'entendais M. Falorni qui dit on meurt mal encore aujourd'hui en France, dans la souffrance, malgré les progrès des soins palliatifs. Il y a encore des situations extrêmement douloureuses, il faut bien le préciser. Alors, il faut préciser déjà qu'au niveau soins palliatifs, on est en insuffisance très importante en France et que seul à peu près maximum 20% des demandes d'accompagnement en soins palliatifs sont suivies d'effets dans notre pays. Je citerai le cas de notre département où il y a des milliers de morts, de décès chaque année et où on ne dispose pour l'instant que de 10 lits de soins dédiés de façon exclusive aux soins palliatifs. Donc déjà, il y a cette problématique. Et effectivement, on meurt mal dans notre pays. J'en ai fait l'expérience, à la fois en tant que médecin généraliste, où on est donc le médecin qui est proche de la personne, qui est l'intime au niveau santé des Français, et en tant également que médecin régulateur au SAMU Centre 15, où on a très souvent, en particulier la nuit et les week-ends, des situations extrêmement difficiles devant des fins de vie qui n'ont pas été anticipées, et dans lesquelles il y a des demandes d'euthanasie et des souffrances des familles qui sont extrêmes.
Alors, docteur Lapin, il y a quand même aussi un débat au sein même de la profession des médecins. Vous citiez les pays étrangers. Je regardais les statistiques, par exemple, au Canada, où ça se pratique. Il y a une grande majorité des médecins qui est contre. Alors, les médecins donc, font un serment qui s'appelle le serment donc, d'Hippocrate, qui dit que on est là pour aider à la vie, à maintenir la vie. Mais tout est question de savoir ce que c'est exactement que la vie, donc de la personne, la décision de la personne. Il y a le problème du pouvoir médical. Est-ce que notre santé et donc également notre fin de vie est la décision du corps médical ou celle de la personne? Mais sachez que déjà, il y a une grande différence entre l'appréciation des médecins généralistes qui sont au contact permanent et dans la durée avec le patient, sa maladie, sa fin de vie, et le monde hospitalier ou le monde des spécialistes d'organes qui ont une vision totalement différente. Et quand on interroge des médecins généralistes et des autres médecins, l'appréciation est très différente. Alors François Bon, on va vous donner la parole. Vous êtes, je rappelle, le délégué départemental association pour le droit à mourir dans la dignité. En 2 mots, vous pouvez nous expliquer quel est le rôle, la vocation, ce que fait cette association? La DMD, c'est aujourd'hui 73 000 adhérents. C'est une association laïque qui respecte toutes les croyances, qui respecte toutes les opinions. Le but de cette association, c'est d'obtenir qu'en France, on puisse avoir un accès universel aux soins palliatifs. C'est ce que disait le docteur Lapeg. Aujourd'hui, quand on veut bénéficier des soins palliatifs, il faut d'abord être proche d'un hôpital, généralement, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque toutes les personnes qui habitent en milieu rural sont pas du tout concernées par les lits qui sont mis à disposition des personnes. Et puis, également, la demande de la DMD et de ses adhérents, c'est faire qu'en France, on puisse bénéficier d'une loi sur l'euthanasie qui porte réellement son nom, puisqu'aujourd'hui, on en est à la 3e loi Leonetti, la dernière s'appelant Leonetti-Claes. 2016, c'est ça? Voilà, 2016, et qui autorise une sédation profonde et continue, mais qui ne s'appelle pas euthanasie. Il faut qu'on nous explique un petit peu la différence, parce que pour moi, lorsque on déclenche un processus de sédation profonde et continue, c'est qu'on veut donner la mort. Et ça peut prendre aujourd'hui en France plusieurs semaines, selon la capacité physique de la personne et malheureusement la bonne ou mauvaise santé de cette personne. Alors que quand on est en Belgique, comme le disait Monsieur Falorni, la Belgique, en quelques minutes, vous êtes libéré des souffrances et de cette fin de vie qui vous... Oui, vous voulez dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie derrière cette loi? C'est ce que j'entends au fond dans vos propos. Tout à fait, et on le vit, moi en qualité de délégué de la DMD, je le vis au quotidien, des gens qui ne retrouvent pas écho au niveau du médecin qu'ils rencontrent, surtout en milieu hospitalier, ils ne retrouvent pas écho de cette loi, en fait. C'est-à-dire que la loi est mal conçue, elle est mal rédigée, elle ne laisse pas, elle ne permet pas aux médecins d'être suffisamment rassurés, de ne pas être inquiétés éventuellement par la famille. C'est le cas de l'affaire Vincent Lambert, où là, on s'est retrouvé avec un pataquès, avec des tas de gens qui donnaient leur opinion, alors qu'il s'agissait tout simplement d'une relation entre le malade, son conjoint, éventuellement ses proches, et un médecin. Et la loi aujourd'hui, Leonetti, ne permet pas au médecin d'être suffisamment rassuré, d'être suffisamment protégé quand il a à prendre une décision. C'est ça. Justement, je vous pose la question à l'élu. Vous êtes, Olivier Falorni, sur cette affaire dont on vient de parler. Là, il y a vraiment une affaire emblématique de ce qui s'est passé, des oppositions entre la famille, le corps médical, et au bout du compte, finalement, une décision qui a mis un terme à la vie de Vincent Lambert. Est-ce que vous diriez que c'est une affaire qui a plaidé? Alors, j'allais dire que dans le cas Vincent Lambert, il y a un aspect qui apparaît et un vide criant qui a surgi dans cette loi. C'est la question de la hiérarchisation de la parole des proches. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé une proposition de loi. Comme ça se fait dans certains pays. Absolument. C'est ça, en Belgique, c'est le cas. Et pour bien connaître un certain nombre de médecins qui pratiquent l'euthanasie en Belgique, ils m'ont dit que le cas de Vincent Lambert ne se serait jamais produit en Belgique
parce qu'il y a le principe de la hiérarchisation de la parole des proches. C'est-à-dire que d'abord l'épouse qui est prédominante par rapport au conjoint, qui effectivement prend la décision. Prend la décision, ou en tout cas, plus précisément, il ne prend pas la décision. Il porte la parole de celui qui est concerné par une décision d'euthanasie. Hein, c'est prendre la parole pour quelqu'un, parce que le docteur l'évoquait, cette question, elle est évidemment médicale. La question de la fin de vie est une question médicale. Mais elle a d'abord, pour moi, une question, j'allais dire, philosophique. A-t-on le droit ou pas de disposer de sa vie et de sa mort? Voilà la question fondamentale. Vous dites philosophique, mais est-ce qu'elle peut être religieuse en même temps que philosophique, Olivier Falorni? Toutes les convictions en la matière sont respectables. Ouais. Simplement, ce que je défends et ce que nous défendons, c'est de dire que la personne doit pouvoir décider de sa fin de vie, qu'une loi permettant l'euthanasie, le suicide assisté, n'empêche en rien la liberté des autres. Ça n'est pas une loi qui interdit, c'est une loi qui éventuellement permet. Mais rien n'empêcherait bien évidemment, et c'est le cas en Belgique par exemple, pour reprendre cette référence importante à mes yeux, parce qu'elle montre qu'une loi sur l'euthanasie n'entraîne pas des dérives comme on peut entendre, cette loi permet de choisir et n'impose rien. Ce modèle belge dont on parle, vous souhaiteriez qu'il s'applique aussi à la société française. Qu'est-ce qui fait au fond que les Belges ont tranché une question intime et une grande question de société, philosophique, religieuse, alors qu'il y a du mal, et on a du mal, nous, à le faire? Alors que ce sont nos voisins belges, c'est l'Europe. Oui, très probablement, on a c'est la France, c'est la fille aînée de l'Église aussi. Il ne faut pas oublier notre passé bimillénaire, en fait. Hein. Et donc, on a donc des traditions et une réflexion qui est celle d'un pays latin également. Et probablement, on voit un petit peu la distinction. D'ailleurs, quand on voit quels sont les pays qui sont plus avancés sur cette question, on voit quand même déjà une différence selon les traditions, en fait, hein, et le poids de l'Église. Je voudrais insister sur le côté, j'allais dire presque cruel de la loi et hypocrite de la loi actuelle. La sédation prolongée, c'est arrêter, par exemple, d'hydrater la personne. La personne va partir en se déshydratant. Et comment peut-on dire qu'il n'y a pas une souffrance de la personne dans un tableau de déshydratation avancée qui entraîne la mort? Donc voilà, déjà il y a cette distinction, cette problématique. Il faut préciser que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. La loi, c'est ce que permet la loi. La loi Claes-Leonetti permet. Voilà, c'est pour la loi Claes-Leonetti estime avoir fait un progrès par cette alternative, cette possibilité. Cette possibilité qui est extrêmement, que l'on trouve en tant que médecin et en tant que personne humaine, extrêmement cruelle. On arrête donc d'hydrater la personne. C'est une loi qui est hypocrite parce que on sent bien qu'il y a une avancée vers la problématique de l'euthanasie, mais on ne veut pas aller jusqu'au bout de la loi. Et si je vous entends, non seulement elle est hypocrite, mais elle est aussi quelque part un peu inhumaine, puisque elle suscite aussi une souffrance. Elle est inhumaine et elle pose le problème aussi, on parlait un petit peu du poids des religions, on parle de notre passé, on parle aussi du pouvoir médical. Est-ce que c'est uniquement au monde médical à gérer la fin de vie? C'est la personne qui et l'entourage, en particulier le conjoint ou la conjointe, qui a décidé de sa propre fin. Ça n'est pas au pouvoir médical. Et le pouvoir médical s'oppose, entre autres, parce que ça serait perdre un peu de ses prérogatives, hein, qui vont jusqu'à la fin de vie. Voilà. Et on peut retrouver le parallèle avec l'époque de la loi sur l'IVG. D'ailleurs, hein, je peux vous dire, pour avoir été, j'étais encore étudiant en médecine, mais avoir été un militant, il y avait un petit peu cette hypocrisie sur la problématique. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand dans le milieu médical, il y avait des demandes d'interruption de grossesse, d'avortement, comme on disait, il y avait toujours une solution. Par contre, elle ne s'appliquait pas au reste.
Et dans la problématique de l'euthanasie, ça existe aussi. Il y a actuellement des euthanasies qui se font de façon cachée. Alors, tout dépend un petit peu de la position du médecin ou sur cette. Vous parliez justement du poids de l'Église, de la religion. Vous avez cité la loi Veil, mais on pourrait citer plus récemment la GPA, qui est la PMA, la GPA, qui suscite aussi beaucoup de crispation chez bon nombre de nos concitoyens qui ont cette religion chevillée au corps. Est-ce que vous, par exemple, dans la pratique de votre activité de soutien, vous êtes confronté justement à ce type de personnes? On a forcément des contradicteurs. Je dirais, il faut aussi laisser les gens s'exprimer. Je pense que aujourd'hui, quand on regarde les sondages qui sont faits, on a un sondage qui a été réalisé en janvier de cette année, qui a été réalisé par le journal La Croix, qu'on ne peut pas accuser de rouler pour la DMD, puisque... Et ce sondage fait apparaître que 85% des Français sont favorables à une nouvelle loi sur l'euthanasie. Et on parlait bien d'euthanasie. On offrait la possibilité aux sondés. Êtes-vous favorable à une loi? Euthanasie passive ou active? Euthanasie Parce active. qu'il faut préciser qu'il y a une différence. On parlait d'euthanasie et de suicide assisté. D'accord. Et où? La différence, il faut l'expliquer un petit peu parce qu'elle n'est pas toujours. L'euthanasie active, c'est injecter une substance qui provoque de façon immédiate et sans aucune souffrance la fin de vie. C'est ce qui se passe par exemple en Belgique et dans d'autres pays, voilà, nombreux autres pays, États américains et autres. Dans le suicide assisté, c'est simplement le système suisse qui fait que la loi autorise, disons, il y a une tolérance. C'est même pas une loi en fait en Suisse. Simplement, c'est la personne à qui on donne un produit. En général, voilà. Donc, on lui donne ce produit et elle l'ingère et elle meurt. Voilà. Donc, le geste n'est pas fait par un médecin. Mais par le malade. Mais par le malade, voilà la différence. Bon, c'est simplement ce système du suicide assisté est un système, par exemple, qui ne pourrait même pas s'appliquer simplement pour des raisons médicales quand quelqu'un, par exemple, a un déficit cognitif ou un déficit physique, par exemple. Oui, donc voilà, c'est inconsciente. Voilà, il faut. C'est pour ça que pour nous, la solution, c'est une euthanasie active qui est une mort donnée immédiate, voilà, et à la demande de la personne et surtout de façon collégiale. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ce que l'on demande, c'est pas que ce soit, par exemple, un médecin dans son coin qui décide. Ce soit une décision collégiale, donc entourée par la loi, et qui permette donc, après réflexion et surtout la demande de la personne. On parlera plus tard des directives anticipées et autres. C'est un geste important à faire qui fait partie de la loi Claes-Leonetti. Et que ce soit une décision de la personne quand elle allait bien, quand elle pouvait, et ensuite donc de l'entourage et d'un corpus de médecins ou de soignants. Olivier Falorni, le Conseil d'État n'a pas voulu revoir cette loi Claes-Leonetti. La loi bioéthique qui a été discutée à l'Assemblée nationale n'en a pas fait état non plus. Je veux dire que pour vous, qui êtes un ardent défenseur, c'est à la fois une déception et peut-être une incompréhension. Comment, au fond, vous expliquez que le politique est aussi très en retrait, en tous les cas n'est pas aussi, je veux dire, sur cette question, aussi avant-gardiste que vous le souhaiteriez? Tout simplement par un manque de courage. Vous évoquiez la question de l'IVG. Il a fallu du courage en 1974, notamment de Madame Simone Veil, parce que j'ai relu les comptes rendus des séances de l'Assemblée nationale sur ce texte. C'était particulièrement violent. Que n'a-t-elle pas entendu lorsqu'elle a elle-même, la rescapée d'Auschwitz, défendu la loi pour l'IVG, alors qu'on l'accusait d'être une sorte de génocidaire. Donc il faut du courage en politique. Et je crois qu'aujourd'hui, nos responsables politiques en manquent singulièrement. Est-ce qu'il y a une question intime qui transgresse les partis, enfin, qui, au fond, c'est pour ça qu'on peut s'interroger sur la position de l'Assemblée nationale. Pas une question politique, Olivier Falorni. Non, c'est une question de courage politique, c'est-à-dire
Est-on prêt à affronter un certain nombre de lobbies, utilisons le mot. Vous avez évoqué, docteur, non pas l'opposition des médecins de proximité, parce qu'ils sont confrontés en permanence à la réalité des choses. Il y a quelques mandarins de la médecine qui n'ont pas vu de malades depuis longtemps. Il y a quelques responsables de culte qui sont dans la théorie, dans le dogme, que je respecte, parce que c'est leur rôle, mais qui ne peuvent pas, à mon sens, influer sur ce que doit être la loi de la République. La loi de la République, elle doit répondre, en tout cas c'est ma conception, aujourd'hui, à la réalité de cette société et à la réalité d'une loi qui, effectivement, est non seulement hypocrite, mais rajoute de la douleur à la douleur. Oui, la sédation profonde et continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent Lambert a été sédaté. Il a été sédaté, ça a duré, de mémoire, 31 jours. Une première fois. Une première fois. Oui, parce qu'on a arrêté le traitement. Et au gré des décisions de justice successives, on a arrêté d'hydrater et d'alimenter cet homme pendant plusieurs semaines. Donc imaginez ce que cela engendre, évidemment, pour le malade, mais aussi pour les familles, parce que n'oublions jamais aussi qu'il y a des familles autour. Il y a des familles qui parfois assistent à une déchéance physique absolument insupportable, parce que quand vous arrêtez d'alimenter, d'hydrater quelqu'un, je ne suis pas en mesure de dire s'il y a une souffrance physique intense, je ne sais pas. Le médecin peut le dire. Voilà, mais en tout cas, ça engendre une souffrance pour la famille de voir un être cher disparaître à petit feu alors qu'on a engagé une sédation profonde et continue dont l'objectif est de faire en sorte d'arrêter la vie. Vous voyez toute l'hypocrisie du processus. On engage une sédation en disant « on va arrêter la vie », sauf qu'on laisse mourir à petit feu la personne, alors que l'acte d'euthanasie active permet de partir en quelques instants, après avoir pu dire au revoir dans des conditions décentes, dignes à sa famille. Oui, c'est ça. Et ce que vous disiez tout à l'heure... Et parfois les mêmes qui luttaient contre l'IVG en disant que le fœtus avait une conscience et était donc une souffrance d'arrêter, sont maintenant disent qu'il n'y a pas de souffrance, au moins morale, à une sédation et un arrêt donc de l'hydratation. C'est vrai que il y a certainement, on ne peut pas le mesurer, on ne sait pas encore mesurer le conscient et l'inconscient d'un cerveau, mais on peut l'imaginer quand même que l'arrêt d'hydratation entraîne des souffrances. Et puis cette hypocrisie également qui existe même dans le corps médical. Il y a actuellement des euthanasies qui ne sont pas officielles, soit en milieu, soit au domicile, via donc les généralistes en fait, et qui le font dans la solitude. C'est très dur. Vous savez, je l'ai pratiqué comme une majorité donc de médecins généralistes. Vous avez vous-même pratiqué l'euthanasie. Tout à fait. Et je dirais que quand on a des formations sur ces sujets-là et des discussions, l'énorme majorité des médecins généralistes ont un jour ou l'autre aidé une personne à partir. Mais c'est très très dur. Et c'est à la fois parce que c'est la solitude et c'est un risque. On a vu déjà des histoires de médecins. Je vous préciser, quand vous prenez cette décision, est-ce qualité de médecin, vous le faites évidemment en accord avec la famille, à la demande de la famille, du patient. Alors, toujours, très souvent du patient, parce qu'on le connaît. La plupart du temps, on le connaît. Oui. Donc, on a suivi souvent sa pathologie, on le connaît avant sa maladie. Un certain nombre également ont signé également leur directive anticipée. Et donc, c'est à la demande du patient et de la famille, tout à fait. Et là, vous faites alors là, on ne le laisse pas mourir à petit feu, comme disait Olivier Falorni, vous faites un acte médical. On fait c'est très... Vous savez, médicalement, il existe des produits, l'Hypnovel pour le citer et d'autres, qui permettent d'avoir une fin de vie entre guillemets
de qualité, c'est-à-dire sans souffrance et brutal. Mais produit d'ailleurs qui n'existe qu'en milieu hospitalier. Voilà, donc il y a quand même un risque, docteur, à pratiquer ce genre Bien sûr, il y a un certain nombre de médecins généralistes, docteur Bonnemaison et tant d'autres, et puis même des médecins généralistes qui ont été condamnés ou qui ont souvent la justice les exonère, mais je peux vous dire que passer 1 an, 2 ans, 3 ans avec ce poids de la justice pour les médecins, c'est très très dur en fait. Et il y a, je rajouterai, des euthanasies en milieu hospitalier, et je témoigne de mon cas où j'ai eu mon épouse qui était médecin et qui a fait un AVC massif et qui a bénéficié en milieu hospitalier d'une euthanasie active parce que elle était médecin, que j'étais médecin et que on connaissait nos positions, qu'on avait rempli tout ce qu'il fallait. Vous avez fait un acte qui n'est pas légal. On a fait un acte qui n'était pas légal, et tout à fait. On a fait ce geste-là. C'était un geste d'amour. D'accord. C'était un geste d'amour. François Bon, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est vraiment des moments qui doivent être très difficiles à vivre. Et c'est vrai que nous qui accompagnons les personnes qui sont confrontées à ces problèmes de fin de vie, on le voit bien, l'entourage met énormément de temps à s'en remettre. Et le système français fait que on ne part pas apaisé comme on peut le partir en Belgique, où là, une date est fixée, une heure est fixée. On peut inviter sa famille, ses proches, on peut éventuellement faire une fête, entre guillemets, pour son départ. En France, ça se fait toujours dans l'ombre, ça se fait sans qu'on sache à quel moment la personne va partir. Et je peux vous dire que c'est très éprouvant pour les proches qui sont là à attendre. Et c'est bien sûr éprouvant pour le malade parce que là encore, il ne veut pas rester un poids pour ses proches. Il a envie d'en finir. Et c'est vraiment une gestion de la fin de vie en France qui est incompréhensible. Quand on voit les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour mettre au monde un enfant, quand on voit les congés qui sont mis en œuvre pour accompagner la naissance d'un enfant, et quand on voit ce sujet de la fin de vie qui est balayé, qui est oublié, où les soins palliatifs sont exsangues et on n'a pas de moyens et le peu de développement qui est fait. Il faut savoir que le plan de développement des soins palliatifs en France s'est arrêté depuis le 1er janvier dernier. Il y a eu des plans de développement successifs. Il n'y a plus aujourd'hui de plan de développement des soins palliatifs en France. Donc c'est quand même un souci. Et quand on n'a pas accès aux soins palliatifs, qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui 3000 décès par suicide de personnes âgées. On est un des pays d'OCDE qui a le taux le plus élevé de suicide des personnes âgées. Qui n'a rien à voir avec le propos. Qui a à voir, je peux vous dire que dans ma délégation, j'en suis à mon 3e suicide, 2 personnes qui ont été confrontées à une fin de vie. C'est souvent des récidives, des gens qui savent qu'ils ne veulent pas vivre à nouveau la maladie, qui ne veulent pas être un poids pour leur famille, qui n'ont pas accès aux soins palliatifs parce qu'il y a un problème de logistique qui est insurmontable et qui veulent en terminer. Et du coup, le seul moyen qu'ils aient, c'est se suicider. Et le suicide violent. Il y a une majorité de suicides en France qui se fait par pendaison. Donc ça, c'est un problème qu'il ne faut pas méconnaître. C'est un drame pour beaucoup de familles. Le non-accès aux soins palliatifs. Et encore une fois, nous, on est là pour militer, pour qu'on ait des soins palliatifs. Je connais très peu de militants ADMD qui sont contre les soins palliatifs. Juste un mot de l'association dont vous êtes le délégué en Charente-Maritime. Vous accompagnez combien de personnes? On a 1200, un peu plus de 1200 personnes en Charente-Maritime. En accompagnement En accompagnement, on est à peu près, on travaille surtout sur trois villes de Charente-Maritime. On est autour de 15 personnes vraiment qui sont en difficulté. Ouais. Alors, Olivier Falorni, on a parlé des directives anticipées. On sait qu'au fond, de plus en plus de Français les remplissent, ces directives anticipées. Non, trop peu, beaucoup trop. Beaucoup trop peu. Oui. Beaucoup trop, pourquoi? Non, beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Parce qu'aujourd'hui, les directives anticipées sont méconnues. Ouais. Donc il y a un problème aussi ça de communication sur ce... Oui, moi je ne cesse de défendre la nécessité de communiquer sur les directives anticipées. Je trouve que le ministère de la Santé ne le fait pas assez, alors que la ministre répond sans arrêt aux questions que je peux lui poser sur la fin de vie. Directive anticipée, très bien, faites-les. Après, moi, ce que je dis, c'est faites-les, oui, mais sauf que si la loi reste telle
qu'elle est, vous aurez au mieux la possibilité de bénéficier, si j'ose dire, d'une sédation profonde et continue dont on a vu à l'instant le processus. Celle qu'a eu Vincent Lambert. Donc, néanmoins, j'encourage vraiment les Français à faire leur directive anticipée, à dire les choses, ce qui évite les drames familiaux, les oppositions au sein de la famille pour savoir quel aurait été le souhait de la personne concernée. Moi, je constate que pour Vincent Lambert, qui travaillait dans le monde médical, il avait dit très clairement à sa femme ce qu'il ne souhaitait pas, mais malheureusement, il ne l'avait pas écrit. Et donc, vraiment, je dis aux Françaises et aux Français, et notamment ceux qui nous regardent aujourd'hui, faites vos directives anticipées. Et j'espère que la loi changera vite pour que ces directives anticipées, lorsqu'elles écrivent, lorsqu'elles mentionnent le souhait de pouvoir partir rapidement, sans douleur, c'est-à-dire bénéficier d'une aide active à mourir, qu'ils en aient bientôt, je l'espère, la réelle possibilité, et de ne pas être obligés d'aller en Belgique, comme Anne Bert. Et comme beaucoup de Français. Et comme beaucoup de Français, en tout cas, ceux qui en ont les moyens physiques, parce qu'il faut faire des déplacements, et aussi les moyens financiers, parce que ça a un coût, oui. Et qu'aujourd'hui, les médecins belges n'arrivent plus à répondre à la demande des Français. C'est-à-dire qu'il y a tellement de Français qui sollicitent aujourd'hui des médecins belges pour avoir une euthanasie qui n'arrivent plus à faire face aux demandes venues de France. Alors si c'est ça une loi qui fonctionne, si c'est ça une loi suffisante, eh bien alors là, je ne comprends plus à ce qu'est la réalité de ce que nous rencontrons tous les jours sur le terrain. Oui, on parlait d'hypocrisie, c'est toute l'incarnation de l'hypocrisie. François Bon, vous vouliez rajouter quelque chose à ce que oui, les directives anticipées, c'est vraiment un élément nécessaire. Nous, on avait demandé à ce que les directives anticipées soient enregistrées sur la carte vitale. Ça nous paraissait un élément important que le patient, en allant voir son médecin, puisse indiquer à son médecin ses directives. Et puis, bien sûr, en cas d'urgence, il faut savoir que la fin de vie, ça nous concerne tous. On va tous mourir un jour. On peut être confronté à la fin de vie très vieux, mais on peut être confronté très jeune. Et on a également des gens qui sont atteints de maladies, comme Anne Bert, dans le documentaire qu'on a vu, où là, ma foi, quand vous êtes atteint d'une maladie comme ça, dégénérative, eh bien, il va falloir que vous rédigiez très rapidement vos directives. Et les directives anticipées, et également désigner une personne de confiance. C'est un des troisièmes volets de la loi Leonetti-Claes qui permet à cette personne de répéter et d'affirmer que vous aviez en toute conscience demandé à ce qu'on puisse arrêter les soins dans le cas où les traitements qui vous sont dispensés n'apportent plus d'amélioration. Docteur Lapègue, vous voulez parler, vous levez le doigt, mais oui. Vous pouvez parler sans lever le doigt ici. Non, c'est pour ne pas déranger, pour couper la parole. La non-signature, donc, par une énorme majorité quand même des Français des directives anticipées, est illustration aussi d'une société qui occulte la mort. En fait, aujourd'hui, la mort ne se montre plus, se cache. Les gens, on leur dit tellement que la médecine fait des progrès, va faire des progrès. Ils ont la sensation qu'ils vivront tous à 100 ans, voire en bonne santé et autres. Et que c'est un effet du progrès de la médecine, vous voulez dire, au fait, cette perception qu'on a aussi je pense que ça joue un rôle. Je pense qu'on joue un rôle qui fait que la mort est quelque chose dont on ne parle jamais. Je ne sais pas si vous avez souvent parlé, même avec des amis, donc de fin de vie, alors que 100% des humains décèdent un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est une société qui occulte la mort et qui donne cette impression d'invincibilité et de vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'avec les progrès, quand on a 50, 60, 70 ans, que l'on vivra un nombre d'années inimaginable. Et on repousse, voilà. Et quelquefois, quand vous parlez de demandes à certains médecins, moi j'ai eu des patients qui m'ont dit ça, des personnes dans mon entourage qui ont dit ça, de demander à signer donc directive anticipée, c'est monsieur ou madame, êtes-vous dépressif ?
Ce n'est pas parce que l'on parle de sa mort que l'on est dépressif. On aime la vie, mais on sait qu'un jour, donc elle se terminera et que l'on veut choisir sa fin de vie comme Très symptomatique. Je voudrais, il nous reste un peu plus d'une minute, Olivier Falorni. Si on voulait finir sur une note d'optimisme, vous parliez tout à l'heure de cette volonté, ce courage politique qu'a eu Simone Veil pour faire passer cette loi sur l'avortement. On pourrait faire un parallèle aujourd'hui. Il faudrait qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une autre Simone Veil pour porter cette loi. Et qui pourrait le faire? Et est-ce que vous avez espoir que dans les... Voilà, à court terme, cette loi puisse trouver un écho favorable? Et qui? Je la cherche encore, la Simone Veil du 21e siècle. Je la cherche. En tout cas, j'espère que, à défaut que ce soit dans ce mandat, dans ce quinquennat-là, cette question de la fin de vie entre dans le débat présidentiel qui viendra en son temps, et que cela soit un engagement fort des candidats qui seront en lice. Alors malheureusement, certains diront qu'on a été vacciné, puisque le précédent président de la République s'était engagé, c'était l'engagement 22. Il ne l'a pas tenu. Je le regrette profondément. Mais je vais vous dire, je suis convaincu qu'avant 5 ans, cette loi sera votée. Bien, 5 ans, on prend le pari. Olivier Falorni, en tous les cas, c'est sur cette, au fond, phrase d'optimisme qu'on va se quitter. Merci. Il reste, non, je ne peux pas vous donner... On peut chacun écrire à son député pour soutenir l'éventuel projet de loi qui sera présenté. Bien, très bien, le message est passé. Merci à tous les trois. Restez fidèles à Débat Doc sur notre chaîne Noah. Merci beaucoup.